Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Chant contre Chant qui reçoit pour vous ce jour un acteur politique qui est secrétaire général chargé de l'identité culturelle à l'ECID, mais également au cadre de la MOUCA. Il n'est peut-être plus à présenter. Lui, c'est Alex Dédé, à qui nous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Meilleurs vœux à vous. Merci beaucoup. Comment vous allez vous-même d'abord? Écoute, je tiens juste à apporter une petite rectification, plutôt secrétaire national. Ah, j'ai dit Parce général. que vous avez dit général. Je m'en souviens, désolé. Non, il n'y a pas de quoi. Merci. Mais sinon, ça va, nous tenons. Et comment se porte la République démocratique du Congo? En quelques lignes. Le pays va mal. Le pays va... Si je rajoute très, c'est que des superlatifs, mais je crois que le pays va mal et ça, il n'y a pas besoin de chercher à prouver quoi que ce soit. La situation sécuritaire, vous la connaissez, on a plus de 130 localités. Ça, c'était notre dernier décompte au 30 décembre 2024. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement vous dire. Le nombre des déplacés qui dépasse le million, c'est-à-dire on est à plus de 7 millions de déplacés internes. Une situation chaotique, ça veut dire que les gens qui vivent dans des conditions infrahumaines, des désolations terribles. On ne sait même pas si ces gens peuvent réellement se dire encore qu'ils sont congolais. Et ils sont dans cette situation uniquement puisqu'ils sont congolais, mais l'impression est qu'ici au centre, c'est-à-dire à Kinshasa, où se trouve le gouvernement, ben, écoute, ces gens ne sont plus du tout pris en compte. Je vous épargne la situation économique. Donc pour nous, les pays vont mal. Et pour dans l'ECID, comment ça se passe? Ben, écoute, nous sommes là. Est-ce que vous êtes en pleine forme? Nous sommes en train de travailler. Ça fait, vous devez savoir que les événements qui ont conduit M. Tshisekedi au pouvoir, qui restent pour nous des événements malheureux. Nous, on appelle ça deal, nous, on appelle ça un hold-up électoral. Depuis 2018, nous continuons, nous nous battons, nous avons restructuré énormément de choses. Et nous sommes dans notre phase où aujourd'hui, c'est un autre combat qu'on nous impose, alors que nous étions dans une logique quand même de nous dire que, OK, il faut faire de renforcement des capacités, il faut aller dans le sens de, je n'en sais rien, d'un certain nombre d'ateliers pour préparer des gens au pouvoir, parce qu'en 2028, ce qui est sûr est que nous y serons. Mais là, on nous impose un autre débat, changement de conseiller de la Constitution. On va y arriver, on va y arriver. Donc, nous sommes en forme et nous sommes en train de préparer. Vous avez parlé d'un hold-up. Est-ce que c'est parce que vous avez raté votre décollage? Est-ce que c'est parce que vous avez été juste candidat malheureux que vous le dites? C'est beaucoup plus simple de pouvoir le dire. Enfin, après, est-ce qu'à un moment donné, si on vous rétorque la question, vous serez à l'aise et si on vous dit de prouver réellement comment cette personne aurait pu gagner avec tout ce qu'il y avait, avec ce que le monde entier a pu voir. Aujourd'hui, nous avons énormément avancé. Okay, par rapport à ce qui est intervenu, il y a eu hold-up électoral, tout comme nous parlons aujourd'hui, par exemple, d'un simulacre d'élection. Tout le monde a vu, enfin, ça aussi, il faut encore ramener un certain nombre de preuves. Vous avez vu les machines, comment ils ont circulé. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en prison en fonction de ça? C'est-à-dire qu'on peut aller d'étape en étape comme ça pour prouver ce qu'il y a eu. Et ce n'est pas que nous qui les disons, il y a eu aussi les auteurs eux-mêmes. Et c'est que nous avons appelé deal, qui à un moment se sont retrouvés dans des situations, il fallait qu'ils puissent se prononcer, ils se sont aussi prononcés. Si vous saviez, si vous n'aviez pas autant confiance en cette organisation électorale, pourquoi Martin Fayulu se lance donc dans cette organisation, et d'ailleurs un petit peu en retard, parce qu'on avait déjà clôturé avec les cartes électorales. À la base, c'est une institution d'appui à la démocratie. Elle a été conçue pour ça, par des acteurs congolais qui se sont dit qu'il nous faut un organisme qui soit neutre pour pouvoir faire avancer ces choses. Maintenant, si quelqu'un en a fait, on a mis main basse, il faut demander quelle est l'autre option qu'elle laisserait à M. Martin Fayulu d'atteindre le pouvoir, ou à un autre acteur politique d'atteindre le pouvoir, si ce n'est que passer par là. En tout cas, pour nous qui sommes loin de chercher à prendre les armes contre notre pays. Il nous resterait quoi pour nous faire entendre? Donc, à un moment, pour accéder au pouvoir, la Constitution consacre cela, et nous, c'est le moyen. Maintenant, si quelqu'un en a fait main basse, ou même au-delà de cela, parce que quand nous parlons d'un hold-up, c'est-à-dire que le peuple s'est réellement prononcé, après, il s'est passé ce qui s'est passé, vous avez vu que ce sont en termes de décompte ou autre. Cette fois-ci, on ne sait même pas où est-ce qu'il y a eu... Tu aurais déjà pour les cartes électorales
Pourquoi Martin Fayulu avait-il traîné les pas? C'est vrai que je fais une marche Là, arrière, là, mais vous une êtes en marche train de arrière parler de assez 2023. importante. Oui, on parle Vous de êtes en train de 2023. parler de On parle de 2023. 2023, oui. Bah, écoute, les raisons sont claires. C'est-à-dire que depuis le début, Est-ce qu'il y avait peut-être des arrangements sous les tables entre lui et le président Félix Tshisekedi? forme d'arrangement il y aurait entre nous, en fait, Vous allez nous le dire, parce que bah non, il, ça il- c'est... il embrasse le bateau où il décide, en fait, de faire partie de ces élections un peu tard. Ben non, depuis le début, on nous reprochait plutôt l'inverse. Et donc, on concevra que, bon, c'était quand même normal qu'il n'atteigne pas ses objectifs de Ah ben non, réussite. on nous reprochait depuis le début de ne parler que des élections, de ne parler que de la restructuration de la CENI ou des réformes qu'il fallait apporter à la loi électorale. C'est ce qu'on nous reprochait souvent, en disant il y a d'autres choses, essayer de passer à autre chose. Donc nous sommes prêts depuis le début. On va dire depuis 2019, quand il y a eu Hold Up, je crois qu'avant même qu'on atteigne 2020, quand on parlait de Covid et autres, nous avons dit, OK, la vérité des urnes aujourd'hui n'est plus que M. Tshisekedi quitte son poste et qu'il soit remplacé ou autre. La vérité des urnes, c'est faire en sorte qu'en 2023, la volonté du peuple soit respectée. Et pour cela, voici les préalables pour que l'on puisse y arriver. Et donc, nous avons commencé à nous battre depuis lors. Donc, dire que nous sommes venus en retard, pour beaucoup de gens, nous étions en avance parce que nous ne parlions que de ça et nous nous préparions par rapport à cela. In fine, à la fin, vous vous rappelez encore des épineux problèmes, par exemple, pour aller un peu plus vite, comment on a appelé ça en ce qui concerne l'audit du fichier électoral. D'accord? Où tout le monde a bloqué, personne ne savait ce qui était à l'intérieur. Déjà, en ce qui concerne la distribution des machines par province et autres, nous avions déjà, à l'époque, démontré la chronologie de la fraude en 7 étapes, et ça, M. Martin l'avait déjà démontré ici au CEPAS, et beaucoup de gens qui étaient là étaient convaincus de ce que nous étions en train de dire, parce que nous avons démontré à ce moment-là comment, en fait, on pouvait avoir peu de machines pour des Elles n'ont provinces pas été parfaites, Alex Dende, c'est vrai, ces élections n'ont pas été parfaites, mais vous n'estimez pas que le pourcentage que vous avez qui peut prouver reçu cela atteste justement que cette population congolaise dans l'ensemble ne voulait pas de Martin Fayulu à la tête du pays? Écoutez, si on était aussi sûr de cela, par exemple, je fais autre chose. Si la partie Tshisekedi était aussi sûre de pouvoir gagner ces élections haut la main, mais vraiment des élections, pourquoi cette partie a tout fait pour empêcher la transparence, par exemple, de ces élections? Pourquoi cette partie a tout fait pour empêcher l'audit, par exemple, du fichier électoral? Ça, c'est des choses. Et à la fin, on s'est retrouvé. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut nous dire sérieusement comment autant de machines se sont retrouvées entre les mains des gens qui n'en avaient pas qualité? Est-ce que quelqu'un s'est posé cette question? On ne peut pas parler des élections parfaites, par exemple, on dit « Ah non, non, ce n'était pas parfait ». Non, mais est-ce que quelqu'un peut nous expliquer? Aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne le prétexte, on va en revenir. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'on allait revenir sur ces sujets-là dès le moment où j'ai parlé du changement de la Constitution, parce qu'il ne parle même plus de la révision depuis très longtemps. On pourrait quand même se poser plusieurs questions, mais bon, je préfère ne plus avancer parce qu'on va revenir dans ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut nous dire clairement, quand on nous a sorti l'argument, par exemple, pour le changement, en disant que non, le changement de la Constitution, en disant que, bah, écoute, la Constitution, certaines dispositions de la Constitution ont retardé, par exemple, la formation du gouvernement. C'est des inepties, tout ça. Tout simplement, vous avez donné des machines à tout le monde. À la fin, chacun vous revient avec des résultats farfelus parce qu'on a... Vous n'êtes pas trop accusateur, là. Bah, écoutez, nous, on vous pose juste, est-ce qu'on a vu des machines? Oui ou non? On a vu. Est-ce que les gens ne se sont pas battus à donner des chiffres qui étaient même supérieurs au nombre des gens qui étaient censés avoir des cartes qui s'effaçaient dans des circonscriptions et donner des chiffres mais incroyables de scores qu'ils ont fait? Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Est-ce qu'on n'a pas vu des vidéos? On a tous vu ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un en prison? Non, il n'y en a pas. Ces gens sont revenus avec des résultats. Et à la fin, quand chacun dit, moi, chez nous, on vous a voté à 10 000% et vous avez eu 10 000 voix, vous en avez eu 100 000, 1 million, ainsi de suite, on se retrouve bloqué parce que, tout simplement, le système a été biaisé. Moi, j'étais là le 13, lors de concertations, enfin, que la CENI, une grande réunion que la CENI avait organisée avec tous les candidats. Et chaque candidat devait ramener au moins un de ses lieutenants lors de cette réunion. En tout cas, moi, je suis allé avec mon candidat
Et M. Tshisekedi avait ramené M. Jacquemin, enfin, des mémoires, parce qu'on était juste côte à côte. Le monsieur de la CENI nous dira exactement comment il va procéder, que ce soit en termes de décompte et autres. Il n'a tenu parole sur rien du tout. Si vous posez, mais quand est-ce qu'il y a eu compilation? Comment avez-vous proclamé ces résultats? Voilà pourquoi nous appelons ça simulacre d'élection. Aujourd'hui, Joseph Kabila, on va changer de chapitre. On va un peu ramasser toute l'actualité du pays, l'actualité politique. Aujourd'hui, Joseph Kabila, depuis quelque temps, semble revenir au pouvoir et contacter certains membres de l'opposition. On l'a vu avec Moïse Katumbi, dernièrement c'était avec Claudel Loubaya, prendrait également avec Martin Fayoulou. Est-ce qu'une rencontre entre les deux hommes politiques est possible? Écoutez, je vais juste rappeler un tout petit peu qu'au mois de juin, je crois lors de l'adresse du président Martin, parce qu'il le fait souvent, au mois de juin, il avait déjà évoqué la cohésion nationale. Au mois d'août, aux États-Unis, Chicago, lors de, il s'agissait de l'invitation du Parti démocrate. Et on a pensé que c'était un appel de pied, hein? Parti démocrate, excusez-moi, lors de la convention du Parti démocrate à Chicago l'année dernière, au mois d'août, il a encore refait cet appel à la cohésion nationale. Dernièrement, sur France 24, en décembre, il a fait aussi la même chose. Et il s'est montré disponible à rencontrer tout le monde. Ce n'est pas question d'appel des pieds. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes dans les cas de l'article 63 de notre Constitution. Le pays, l'intégrité territoriale de notre pays est sérieusement menacée. Je ne sais même pas si le mot menacé a encore sa place. Le pays est grignoté. Quand on vous dit plus de 130 localités, un territoire dans les mains de M23 ou AFC, pour nous, c'est le Rwanda, c'est une évidence. C'est clair, Rwanda ou Ouganda, parce qu'on a commencé par Bunagana. Aujourd'hui, Bunagana a totalement disparu de langage de gens. On ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Excusez-moi. Donc, mais voilà, tout Congolais a le droit et les devoirs sacrés de défendre ses territoires de la balkanisation ou autre, mais je suis en train de parler de l'article 63. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons proposé que les forces vivent, qu'il y ait un dialogue entre nous ici, que l'on appelle processus intérieur, fondé sur base de la vérité et de la réconciliation pour atterrir dans ce qu'on appelle la cohésion nationale. Tout simplement. Ça s'appelle le processus des Kinshasa. Vous avez vu, ils sont partis à Luanda, il y a des soucis. Nairobi, il y a des soucis. Tous ces processus ne peuvent marcher réellement que s'il y a un front au niveau de Kinshasa, où les Congolais vont parler d'une voix pour résoudre un certain nombre de problèmes, entre autres le problème d'ordre sécuritaire, c'est-à-dire l'intégrité de notre territoire. On pourrait parler de la corruption ou autre, mais résoudre cela. Qui serait le cahier de charge? Parler de cela et tenter d'élever les options. Après, je parle de Congolais non armés. Et même en ce qui concerne ceux qui ont pris les armes, qui sont ceux qui seraient des Congolais, entre guillemets, nous pourrions après lever une option pour savoir exactement comment gérer les choses à ces stades-là. Et ce pays a vraiment besoin de cette cohésion. Ça, c'est nous. Et dans ce cadre-là, ben, nous sommes disposés, en tout cas M. Martin serait disposé à rencontrer tout le monde, sous l'égide, que ce soit de nos pères spirituels ou des organisations sous-régionales. Nous pouvons rencontrer tout le monde, ici à Kinshasa, nous sommes totalement disposés. C'est-à-dire que tous les patriotes qui se retrouvent, qui se reconnaissent en l'article 63, les gens qui se disent que notre pays ne peut pas partir, nous sommes disposés. En commençant par le chef de l'État. Mais quand on a parlé de dialogue, les gens nous ont dit « Ah non, ils veulent partager le pouvoir, tout ça ». On a dit « Ça ne nous intéresse pas ». Mais bien sûr, quand même, lui peut revenir et souscrire à cette démarche. Dernièrement, ça nous a paru très clair, parce qu'il a dit que ça ne l'intéressait pas, que le pays n'était pas en crise, mais c'est que nous constatons ici, et c'est que tous les Congolais sont en train de constater, et qu'on a une crise multidimensionnelle, et qu'à un moment donné, les Congolais doivent s'asseoir pour pouvoir parler. Donc les téléspectateurs retiennent que si Joseph Kabila faisait appel à Martin Fayoulou, bien entendu, Martin Fayoulou tendrait sa main. C'est ce qu'on retient. Ben, parce que là, c'est un peu une contradiction. C'est-à-dire, il fait appel et nous, nous tendons la main. Ça ne veut rien dire. Il fait appel et vous serrez sa main. Ce que nous disons, je peux vous faire rire un tout petit peu. C'est-à-dire que, parce que UDPS a transformé un tout petit peu les choses à sa manière. Non, ça pourrait être une messe noire ou autre. Rappelons-nous. On ne sait jamais en politique. Hein? Écoutez, au début de ces régimes, ils font copain, familial avec M. Joseph Kabila partout, M. Tshisekedi et Joseph Kabila, quand c'est comme ça, ah non, c'est le Congo qui gagne. Et vous décriez. Excusez-moi,
Eux, ils disaient le Congo qui gagne. Le 13, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 13 novembre passé, pareil, c'est-à-dire que je suis juste à côté quand M. Fayoulou serre la main de M. Tshisekedi. Ah ouais, c'est le Congo qui gagne. Bon, s'il arrivait que M. Kabila serre la main de M. Fayoulou, automatiquement, Messe Noire et problème. Mais c'est justement ce qu'on veut Mais comprendre, nous, parce qu'à l'époque... Comme je dis, excusez-moi, je termine par là, nous sommes disponibles. C'est pas, non, tel va lancer telle invitation. Nous disons, nous avons proposé depuis le début notre disponibilité. Aujourd'hui, c'est pas, ah tiens, M. Kabila demande à M. Martin de venir ou lance tel ou tel. Non, non, non. Si c'est un patriote et qui s'est dit et qui se sent dans la logique, en tout cas s'il souscrit la logique de l'article 63 de la Constitution, où tout Congolais, comme je l'ai dit, a le droit et les devoirs sacrés de pouvoir défendre ces pays. Oui. Cette opinion qui pense que justement vous ferez une messe noire avec Joseph Kabila, dans le cas où il vous tendez cette main, est-ce qu'elle n'a pas raison justement parce qu'à l'époque... Je tiens à rectifier cela. Permets-moi de terminer. Excusez-moi, je ne sais pas si tendre la main, c'est l'expression qu'il faille. Commencez à nous tendre, nous, la main. Alors que nous, déjà, nous nous sommes montrés disponibles pour tout le monde. On va changer. Répondez à votre appel. On va prendre ça comme ça. Répondez à votre appel. C'est un peu logique. Oui, ils estimeraient que c'est justement une messe noire parce qu'à l'époque où M. Tshisekedi, président de la République, en bonne relation avec Joseph Kabila, vous de décider, vous décriez. Vous n'étiez pas d'accord. Mais alors aujourd'hui, que vous soyez d'accord que Kabila vienne avec vous, que vous alliez avec Kabila, ou que vous vous mettiez ensemble, quel que soit celui qui fera le pas, que vous vous mettiez ensemble pour aller... Peut-être qu'il faut situer le contexte. C'est que nous étions en train de décrier dans ça, nous décrions les deals. Nous décrions le hold-up électoral. Ce n'est pas tellement la personne de M. Kabila ou de M. Tshisekedi qui se mettraient ensemble qui nous posait problème. Mais qu'est-ce qui changerait justement aujourd'hui avec Kabila? Non. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de notre héritage commun, du Congo. Depuis le début, le régime semble proposer ou appliquer ces solutions, mais il n'y a pas de résultat, c'est inefficace. Ce n'est pas à moi de vous apprendre le nombre de localités qui sont entre les mains des autres. Ainsi de suite, le nombre de déplacés des guerres aujourd'hui. Est-ce que nous allons continuer? Aujourd'hui, on parle Congo, nous ne sommes pas en train de nous dire « Ah, ben tel et tel ». Parce que sinon, on peut toujours se montrer très vexe. Vous savez que dans ces pays, M. Fayoulou n'a jamais reçu l'autorisation de déposer sa gerbe de fleurs. Même là, sur la tombe de M. Tshisekedi, le père. Est-ce que vous imaginez ça? Mais par contre, M. Kagame a eu l'honneur dans un stade, M. Kagame, Yonanoboya Kagame, par l'UDPS. Vous sous-entendez quoi? Non, ce que je sous-entends est qu'à un moment, vous devez comprendre la nature des gens qui sont en face de nous. Je vous ai mis le contexte en vous disant clairement, le contexte de 2019 n'était pas un contexte d'ordre territorial, d'ordre d'un pays qui part à volo, d'ordre de nombre, le nombre exponentiel aujourd'hui que l'on a de déplacés internes dans notre pays, l'insécurité, les Mobondo qui sont de ses côtés, ainsi de suite. Vous voyez aujourd'hui la violence urbaine, comment elle a prospéré. Ce n'était pas le même contexte avec autant, c'est-à-dire la corruption qui gangrène à un tel niveau, la pauvreté a atteint un tel niveau, ce n'était pas pareil. Alex Dende, donc il y a des chiffres aussi qui démontrent ça. En âme et conscience, en patriote congolais, vous n'estimez pas qu'il est important de réviser ou de changer la Constitution? Sur quelle base? Qu'est-ce que la Constitution empêche à M. Tshisekedi de faire? Qu'on nous dise juste. On n'est pas encore dans ce que la Constitution empêche, mais dans le caractère même de la Constitution. Mais c'est ça que je suis en train de dire, qu'il est temps que l'on puisse voir réellement si les gens sont sérieux dans ces pays, et on ne comprend pas jusqu'à présent pourquoi il n'y a pas de poursuites contre attenter à M. Tshisekedi. Parce qu'il a fait ce qu'on appelle une rébellion à la Constitution. C'est l'article 64, alinéa 2. D'accord? Comment pouvez-vous imaginer que, c'est-à-dire une année en arrière, vous prêtez serment de défendre cette Constitution. Et vous-même, vous avez entendu à Lubumbashi ce qu'il a dit, que ce soit Lambeau, que ce soit des étrangers, ainsi de suite, tous ces prétextes. Aujourd'hui, là, le pays est sur quelle Constitution? Parce que lui-même a décrié la Constitution. Maintenant, il est assis sur quoi? Une Constitution pas écrite par les Congolais, dit-on. Et très bien, même. Il est assis maintenant sur quoi? Voilà pourquoi il estime qu'il mais là, c'est une rébellion, parce que la même Constitution, c'est cette même Constitution qui lui a garanti son pouvoir. C'est aussi cette même Constitution dont il a
Il a juré de défendre. Est-ce que vous avez peur que Tshisekedi s'éternise au pouvoir Non, en changeant la Constitution? Non, non, non. Déjà entendons-nous bien. Je ne sais pas si j'arrive à me faire très, très bien comprendre. Cette Constitution des étrangers, celle qui ne tient pas compte de nos réalités. Là, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous faisons cette émission, qu'est-ce qui garantit son pouvoir? Son pouvoir est garanti par quoi? Donc, il n'y a pas de constitution actuellement. Il y a une constitution qu'on Laquelle? voudrait améliorer. Mais non, mais une attends. constitution dont on voudrait changer certains articles. Non, il ne parle plus des révisions des articles. Ça, c'est l'article, je crois, 218. 218. L'initiative, ceux qui ont l'initiative, il y a aussi il y a lui. Mais ce n'est plus de cela qu'il parle. Ce n'est plus de cela que son état-major parle. C'est du changement de la Constitution. Sur quelle base? Quelle opportunité? Maintenant, si on rétorque la question, cette Constitution vous empêche de faire quoi? Quel point? C'est là que tout devient un tout petit peu... On nous a sorti l'article 217, c'est ça? Ah ben non, on va céder une partie de notre territoire, tout ça. Qui nous a amené à l'EAC? Toutes les organisations sous-régionales, là, qui? Surtout l'EAC. Est-ce qu'il est tard de se rendre compte qu'on a commis une erreur? Donc, vous pensez réellement, en tout cas, moi, on va prendre ça comme ça. Non. Si vous dites que si vous pensez qu'il est tard, donc moi, je ne veux même pas aller dans la direction que vous êtes en train de prendre, parce que pour moi, cela veut tout simplement dire que depuis le début, il serait entouré par personne et que c'est extrêmement grave. C'est rendre compte maintenant, c'est-à-dire que vous avez eu 2019, 2018, vous avez battu campagne. Il y avait cette constitution, vous avez prêté serment, vous arrivez en 2019, vous dites vous avez autant des piliers dans votre programme. À aucun moment on parle de changement de la constitution. Et quelques mois plus tard, vous commencez à battre campagne pour changer cette même constitution. Ben non, c'est pas sérieux ça. C'est-à-dire que donc depuis tout ce temps, on ne s'est jamais rendu compte de ça. En 2016, Kabila a pensé changer la Constitution. Est-ce que finalement, vous ne vous rendez pas compte qu'il faille que les Congolais se mettent assis et revoir les contours de cette Constitution? Mais dans ces combats-là, on va un peu oublier cette peau politique. Dans ces combat-là, il y avait et M. Tshisekedi et surtout M. Fayulu. Donc c'est très important de se rappeler le combat, pourquoi il s'est battu à ce moment-là. Vous pensez que même pendant cette période, personne ne pouvait lire, les gens n'étaient pas entourés pour se dire que ce n'est pas normal? Alors, si on se rappelle bien, à cette période-là, c'est parce que on a suspecté que Kabila allait prolonger. Mais aujourd'hui, Tshisekedi le dit à haute voix, il dit qu'il n'a pas besoin de faire long feu au pouvoir. En 2028, il dépose. Et donc, si cette révision, ce changement de constitution ne va pas concerner justement une parole donnée, ça, le chef de l'État. Très bien. Attends d'abord. Déjà, on s'est dit, à l'époque de Kabila, c'était révision de quelques articles et très vite, tout le monde a fait bloc sur l'article 220. Et c'est à cause aussi de cet article que nous disons que, sachant qu'il ne peut pas changer cet article-là, il ne peut pas réviser cet article qui verrouille un certain nombre de dispositions, dont le nombre de mandats. C'est à cause de ça que l'on parle subitement de changement de la Constitution. Parce que même pour les articles à réviser, mais vous devez montrer la pertinence. Il y a plein de choses qu'il faut justifier pour pouvoir réviser un article de la Constitution. Et là, on nous a commencé d'abord par nous embarquer à 217. Après, très vite, c'est revenu, ça empêche que le gouvernement soit formé à temps. Tout ça, des prétextes farfelus. Et in fine, pour terminer, on va carrément changer la Constitution. C'est ça qu'on ne trouve pas très sérieux. À l'époque, il s'agissait de réviser un certain nombre d'articles. Et là, les gens ont fait bloc, on dit, bon, ok, on va avancer, mais l'article 220, on ne le touche pas. Justement, si dans ce changement préconisé, on ne touchait pas l'article 220, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que le débat se met... Excusez-moi. Non, pour vous mettre justement à l'aise, être rassuré que Tshisekedi ne prolongera pas son mandat. Avec le si, je suis président de la République. Eux, ils se sont déjà prononcés. Donc, il n'y a pas de si encore. Ils ont parlé de changement de la Constitution. C'est ça leur changement de narratif. Ils sont partis d'abord en vadrouille comme ça, pas vraiment bien réfléchis sur ce qu'ils voulaient dire. 217, ceci, c'est là. Quand on commence à prouver que non, monsieur, la lecture n'est pas très très bien faite, peut-être qu'il fallait laisser la Cour constitutionnelle peut-être interpréter, parce que cette lecture que vous faites n'est pas vraiment ça. Ah non, très vite, non, on change la Constitution. Donc avec le si, moi, je suis président de la République. Il n'y a plus de si, ils se sont prononcés et contre ça, nous avons dit pas de changement de la Constitution. Alors, on a quand même beaucoup à se dire, mais on me fait signe qu'on est en train déjà d'acheminer vers la fin. Il y a quand même une question sécuritaire. D'abord, sur le banditisme urbain ici
dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions ou les lois que préconise le ministre de la Justice sur la peine des morts pour arrêter justement ce fléau? Je ne sais pas s'il propose, la peine de mort. s'il a proposé une question, loi ou autre chose. La peine de mort sur le banditisme urbain, la peine de mort contre les détourneurs des deniers publics, mais aussi des journalistes, justement on en parlait tout à l'heure, des journalistes qui relaieraient les infos des agresseurs de la RDC, des agresseurs armés. Vous êtes d'accord que parler comme ça, au-delà du populisme et autres, ça devient tout simplement pas sérieux. Effectivement, il y a un sérieux problème avec les banditismes urbains qui a prospéré énormément. Mais d'un autre côté, il faut aller chercher les causes. C'est-à-dire que oui, on va arriver avec des solutions rapides, d'électrocution et autres, mais il faut aller sur le fond des choses. Il faut aller à la base. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Et à partir de là, on peut éventuellement trouver des correctifs par rapport à cela. Et c'est ça qu'il faut poser, qu'il faut mettre sur la table. Pourquoi les gens qui sont arrêtés, qui partent en prison, le lendemain, on le retrouve dans la rue? Qui sont responsables de la sortie de tout ça? Mais au-delà de ça, n'oublions pas, je ne trouve pas des circonstances atténuantes par rapport à ce qui est arrivé ou ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Mais rappelez-vous des ajustements structurels de Bretton Woods à l'époque, qui a sorti énormément des parents du système qui existait avant parce qu'il fallait privatiser le portefeuille de l'État. On a sorti énormément des parents. Les pères se sont retrouvés d'un jour au lendemain sans réel pouvoir, sans autorité sur leurs enfants parce qu'ils n'ayant plus d'argent. L'État a fait ce qu'il a obéi à 1000% à Bretton Woods et la suite, nos mamans sont devenues maraîchères. Ben, les garçons sont très vite sortis dans la rue, enfin dans le tissu familial. Ils sont devenus d'abord avant tout des phaseurs localisés au marché. Petit à petit, des phaseurs Schengen et puis Chegué. Après, il y a eu les différentes rébellions et autres, Afdel, les Koulouna est arrivé entre-temps, et nous avons ce que nous avons. C'est aussi la démission de l'État. La démission sécuritaire. Vous avez des lieux où la police n'existe pas, où ici il y a la police. Vous savez très bien que vous le croisez la nuit, vous avez à peu près le même sort. Ça aussi, il faut le dénoncer. On sait qu'ils font un travail incroyable. Mais s'ils n'ont pas beaucoup de moyens et s'il n'y a pas beaucoup de management, mais la police ne peut absolument rien. Qu'est-ce que l'on fait en amont et en aval? Et en aval. Attendez, vous avez suivi hier votre ministre de tutelle, M. Mouyaya, qui nous a sorti des énormités incroyables concernant l'engagement des 6 millions d'emplois. Et il nous sort les ménagères et autres. Peut-être qu'il faut juste lui rappeler qu'avant leur engagement, ben, ces ménagères existaient d'une certaine manière. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont créé, parce qu'il ne faut pas croire que les gens ont commencé à avoir des ménagères où les gens sont devenus des travailleurs domestiques dans des maisons à partir de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, tout ça, c'est que de la poudre aux yeux et ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un sérieux problème de sécurité. Aujourd'hui, nous tous, nous subissons cela. Mais c'est aussi, j'ai dit en grande partie, l'irresponsabilité de l'État. Non seulement l'incapacité à pouvoir sécuriser des zones de non-droit, l'inoccupation de la jeunesse, d'accord? L'inoccupation de la jeunesse, une justice poreuse qui fait que les gens sont condamnés pour des faits et on le retrouve le lendemain. Les énergies qui sont emmagasinées à l'intérieur des prisons, est-ce qu'il n'y a pas des travaux? Est-ce qu'il n'y a pas ceci? Comment l'on peut faire? Ce sont des questions qu'il faut poser et parler calmement, pas venir comme ça, condamner à mort. On va condamner à mort, c'est bien, les gens peuvent applaudir, mais à terme, ça ne va absolument ça va quand même rien régler. Pour un bon moment, ça va. Mais pour réduire, avec moi, donnons le moyen. Avant de retourner à la base. Donnons le moyen à la police et appliquons les peines. Je vais dire les peines qui préservent la vie au-delà de tout ce qui... Appliquons les peines et si les gens sont enfermés, enfermons. Mais au-delà de ça, il y a l'éducation, il y a les emplois qu'il faut créer et ça, c'est très important. Martin Fayoulou, accusé, je crois que ce sera peut-être la dernière question. Martin Fayoulou, accusé par une certaine opinion d'incitation à la haine tribale, précisément les Kassaïens. Est-ce que vous percevez, vous êtes à Kinshasa, vous entendez en tout cas ça? Je suis du Grand Kasaï, personnellement je suis du Grand Kasaï et ce que je vais dire par là, hein, on ne va plus rentrer dans ces petits débats, les polémiques à deux balles. En 2019, tout cas, pour un grand homme politique, ce n'est pas un petit débat. Non. Quand je dis polémique à deux balles, en 2019, toute personne qui s'opposait à l'UDPS et à son pouvoir avait 3 mots. On le taxait directement de 3 mots. Jaloux, tribaliste et haineux. C'est intéressant de voir qu'ils ont repris avec le tribalisme. Ça s'appelle l'effet miroir.
d'accord? Pour des gens qui habitent des maisons de verre, ce n'est pas bien de pouvoir jeter des pierres. C'est-à-dire que quand on vous dit, quand on dénonce, c'est le point 5 de ce qu'on a fait comme bilan du pouvoir de l'UDPS. Le point 5. Il y en a 9 autres parce qu'il y en avait 10. Comment ça s'est fait que des caciques de l'UDPS et quelques-uns de leurs amis, seulement, parce qu'il n'y en a pas 20 personnes qui ont parlé de ça, nous sortent et ne parlent que du tribalisme primaire. Alors que sur le même point, je termine par là, sur le même point 5, le président Martin dit clairement, nous ne sommes pas d'accord que nos frères et sœurs soient instrumentalisés à des fins politiciennes. Enfin, il a mis clairement à des fins machiavéliques et politiciennes. Alors, comment vous pouvez traiter cette personne des tribalistes? Aujourd'hui, vous nous sortez Kassaï. Quel Kassaï qui a été dans ces discours-là? Ça n'a jamais existé. On a parlé des nominations sur base tribale, par exemple. Est-ce que c'est la tribu qui est traitée de tribaliste ou la personne qui est en train de nommer qui aurait ces relents-là? Donc pour nous... Mais ce que perçoit la population, c'est quoi le message? Peut-être que lui voulait le dire autrement. Non, mais le message est clair. Le message perçu par la population, non, pas la population, par des caciques. On taxe justement Martin Fayulu. Non, pas par la population. Mais c'est pas la population qui a parlé. Du Kassaï, ça ne veut rien dire. Excusez-moi. Du grand Kassaï. Excusez-moi, c'est pas la population qui a parlé. Et tout à l'heure, même si vous citez Kassaï, dans Kassaï, il y a combien de tribus à l'intérieur? Mais alors, mais comment on pourrait même parler de Louba pour quelqu'un qui a vécu aussi longtemps, ou là où moi-même je suis? Vous connaissez combien de personnes, combien nous sommes dans le parti à ne pas être que de la province de Martin ou d'autres personnes? Non, c'est irresponsable même de dire cela. C'est-à-dire, surtout en ce qui nous concerne, nous qui nous battons tous les jours et qui montrons même dans le parti comment le parti est structuré et que le tribalisme, c'est pas nous. C'est un fléau que nous devons combattre. Quand il dénonce quelque chose, on lui oppose un effet miroir en disant les gens qui se sont sentis touchés dans cette histoire-là, pourquoi ils n'ont jamais répondu aux 9 autres points? À la corruption qui gangrène, à l'insécurité. Pourquoi ils ne parlent pas de ces points-là? Pourquoi ils ne parlent pas de la diplomatie qui est défaillante? Et ils nous reviennent juste sur le tribalisme primaire. Donc, non, nous, on n'est pas dans ça. Les 30 minutes imparties touchent à leur fin. Merci, Alex Déné, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire national, j'y arrivais, chargé de l'identité culturelle, de l'ECID, mais également au cadre de l'AMUCA. Voilà. Un petit mot pour la RDC avant de nous dire au revoir. La cohésion nationale. Nous devons parler entre nous. Que ce soit M. Tshisekedi, que ce soit avec M. Claudel Loubaya, Moïse Katumbi, que ce soit M. Kabila, M. Mukwege, tous ceux qui comptent, nous devons nous mettre autour d'une table. Notre pays va très mal et nous risquons de le regretter à cause de nos querelles intestines ici. Nous risquons de regretter amèrement si les choses se braquent ou si les choses restent en l'état. Nous risquons de le regretter. Donc, parlons dialogue, parlons vérité et réconciliation et cohésion nationale, et ce sera bon. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu franchement à nos questions. Fidèles téléspectateurs, nous avons terminé pour ce jour. Nous nous retrouvons très prochainement avec un autre invité. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs.